Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai encore accumulé pas mal de livres. Alors il y a très peu d'achats puisque tout ça, ce sont des services de presse. Et derrière, j'ai, je crois, 4 éditions collector. Donc là, ce sont des éditions que j'ai achetées via mes abonnements Fairyloot, Illumicrate et The Broken Binding. Mais tout le reste, c'est des services de presse. À savoir que je déménage très bientôt. Je pense que vous le savez à force. Donc je vais essayer de tous les lire avant de partir, ou en tout cas un maximum, pour savoir ce que je garde, ce que j'emmène avec moi, ce que je mets en boîte à livres. Voilà, je vais faire des choix en fonction de si j'apprécie mes lectures ou pas. Mais c'est parti, on commence un peu au pif, je vous avoue que je crois même pas les avoir organisés par maison d'édition. C'est pas très malin, j'aurais peut-être dû. En premier, j'ai reçu de la part des éditions Les Corps Conducteurs, Ça dure une éternité, un jour c'est fini, de Anne de Marken. Celui-ci, je l'ai lu, donc je vous en parlerai dans mon bilan de fin de mois, mais vu mon avis, je ne pense pas que je vais le garder, je pense que je le déposerai en boîte à livres. Mais ça raconte l'histoire, comme d'habitude je vous fais les résumés si je les connais, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est devenue mort-vivante, une zombie, mais visiblement ça a l'air d'être un phénomène assez répandu. Elle vit dans un institut avec d'autres morts-vivantes comme elle, et l'un des symptômes du fait d'être devenue un zombie, c'est qu'on perd une partie de ses souvenirs. Elle ne se rappelle même pas de son nom, mais elle se rappelle qu'elle a été amoureuse d'une femme, et elle va essayer de remonter un petit peu le chemin de ses souvenirs pour récupérer en partie son histoire avec cette femme-là. Voilà, mais c'est très 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 métaphorique et je pense un petit peu trop pour moi. Ensuite, de la part des éditions Rajo, j'en ai reçu deux. J'ai reçu Warrior Princess Assassin de Brigid Kemmerer, si j'arrive à le prendre, qui me faisait très envie. C'est écrit L'amour est la plus redoutable des armes et c'est dans la collection Rajo New Adult. Brigid Kemmerer, c'est aussi l'autrice de Defy the Night, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-ci s'écrit Warrior qui croire, princesse qui aimait et assassin qui tuait. Voilà, pour le coup, c'est ma vibe. Je crois par contre que c'est une saga ou c'est un one-shot. Je suis plus très sûre, ça je vous avoue. Ah non, c'est une trilogie. Le premier tome d'une trilogie de fantaisie captivante, pleine de magie, d'aventure et de romance passionnée. Je vais vous lire les résumés quand même. Warrior, le roi Maddox Kironan, jouit d'une réputation de guerrier redoutable grâce à sa magie de feu, mais son royaume est au bord du gouffre. Le seul moyen pour Kai de sauver son peuple est de contracter une alliance matrimoniale avec le royaume d'Astranza et d'espérer qu'on ne découvre pas son secret. Princesse. La guerre menace et la magie de la famille royale décline. Jory doit donc épouser le roi Maddox Kironan pour s'assurer une alliance avec son royaume. Il serait tentant d'accepter la proposition de son ami Asher de fuir, mais lorsqu'elle rencontre son promis, tout change. Assassin. Autrefois jeune noble à la cour d'Astranza, Asher fait désormais partie de la guilde des chasseurs où il exerce comme tueur professionnel. Quand on lui propose une double mission hautement rémunérée, il accepte avant de savoir qui seront ses cibles, Kai et Jory. J'espère juste que c'est pas un triangle amoureux ou alors que c'est un triangle amoureux qui est vraiment bien fait. Et ensuite, ils m'ont envoyé le tome 2 de What the River Knows, qui est donc Where the Library Hides, qui s'appelle La bibliothèque engloutie de Isabelle Ibanez. Il faut encore que je lise le tome 1, mais j'ai entendu pas mal de bons retours et je crois que ça se passe le tome 1 en Égypte avec le personnage principal qui, viens, vas-y, installe-toi, qui essaye de retrouver les traces de son père et de sa mère, je sais plus, en tout cas je me souviens de son père dans le résumé, je sais plus s'ils sont décédés ou pas, mais elle a avec elle un artefact particulier aussi. Voilà, en tout cas ça a l'air de se passer en Égypte et j'ai un peu une vibe à la Indiana Jones, je sais pas si c'est le cas, faudra que je lise ces deux tomes, je crois que c'est une duologie. Kuma, alors évite de faire tomber toute la pile s'il te plaît parce que là... Après, j'ai reçu Voyage léger de Naomi Mitchison. Alors celui-ci c'est un très vieux récit, il me semble, je crois qu'il est sorti en 1900 quelque chose, 1952. Voilà, donc là c'est une nouvelle édition illustrée, publiée aux éditions Calidor. Très 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 jolie, c'est blurb par Samantha Shannon et c'est écrit: après avoir été recueillie par les ours des forêts septentrionales, la jeune Ala, oui Kuma, est rapidement confiée à Hugi, un maître dragon qui l'élève selon les principes de la draconité. Mais le règne de ces créatures ancestrales touche à sa fin, et un choix s'impose bientôt à Ala. Vivre tels les dragons, amassant des trésors, ou voyager léger. Des lointaines contrées du nord à la cité de Constantinople, elle arpentera le monde, portée par la sagesse des bêtes et la cruauté des hommes. Voilà, en plus c'est un texte relativement court, mais ce chat... Donc je pense que ça va se lire vite et le jaspage est très joli. Celui-ci, c'est ma lecture en cours. C'est Le Scorpion et la Fleur de la Nuit que j'avais dans ma pile à lire du mois d'avril de Amélie Wen Zhao, publié aux éditions Nathan. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai dépassé la moitié. On y suit une jeune femme qui a perdu son père dans une attaque de démons. Le voile mange pas les plantes. Le voile entre le royaume des humains et le royaume des démons s'est affiné, a été ouvert. Et donc maintenant, les démons viennent... Il fait tout tomber ce chat.
Donc maintenant, les démons viennent et s'en prennent aux humains. Ils ont donc tué le père de notre héroïne qui s'appelle Anning et ils s'en ont pris à sa mère qui a perdu une partie de son âme. Et donc pour essayer de soigner sa mère, Anning, elle va participer au tournoi de l'immortalité. Voilà, pour essayer de gagner une perle d'immortalité qui redonnerait à sa mère sa vie en fait d'avant, sa personnalité, son âme. Et j'aime vraiment beaucoup, ça se lit tout seul. Ensuite, on a la trilogie de Hurle, mais ça je vous l'ai déjà montré je crois. Je vous l'ai déjà montré ou pas? Ok, je viens de regarder vite fait ce qu'il y avait dans mon dernier book haul. Je viens de capter que Where the Library Hides, je vous l'avais déjà montré. Ça aussi. Et par contre, je vous avais aussi montré... Je vais y arriver. Ah, tout tombe. Je vous avais aussi montré celui-ci, mais c'était la version épreuve non corrigée. Et donc ça, c'est la version définitive avec un très beau jaspage, des très jolis end pages. Donc voilà à quoi ressemble la version finale. Bon, du coup, lui, je vous l'ai déjà montré. En plus, je m'organise, hein. Normalement, je note dans une liste les livres que je vous ai pas montrés, mais là, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Ensuite, on va passer au BD de ce côté-là, et après, on continuera avec les services presse romans qui sont là-bas. On a en premier Allah n'est pas obligé de Saven Neyjar et Karine Wing. J'espère que je le prononce bien, d'après Amadou Kourouma. Voilà, c'est adapté d'un roman, du roman du coup j'imagine de Amadou Kourouma, qui a eu le prix Renaudot et qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Ça a l'air hyper intéressant, il me semble qu'il y a aussi une adaptation cinématographique qui est sortie ou qui va sortir. Le résumé nous dit « Birahima a 10 ans, un insolent qui parle vite, jure beaucoup et s'accroche à ses dictionnaires comme à une arme. De Togobala à Monrovia, il traverse la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Après la mort de sa mère, il prend la route avec Yacouba, féticheur et multiplicateur de billets. Très vite, la guerre l'avale. Chef de guerre, rites, pillage, drogue, enfants soldats. Et au milieu du chaos, une lucidité ravageuse. Allah n'est pas obligé, répète-t-il pour tenir debout. J'ai vraiment hâte de le découvrir, ça a l'air d'être très passionnant et engagé. Ensuite, pareil, je suis plus sûre de si je vous l'ai déjà montré ou pas, mais j'ai reçu l'édition Prestige de Berserk, l'édition numéro 4. Alors, j'ai capté en fait en le lisant, qu'il y avait plusieurs tomes dans une édition. Je crois que là, dans celui-ci, il y a le tome 7 et 8, et franchement, qu'est-ce que j'aime les éditions Prestige. La taille des planches, c'est magnifique pour apprécier vraiment le travail de dessin de Kentaro Miura. Les illustrations sont tellement belles que ça vaut le coup de les avoir comme ça dans ce grand format. Donc je suis trop contente et j'ai hâte de recevoir les prochaines. Moi, je suis plus avancée dans ma lecture que dans les éditions Prestige. J'en suis au tome 13, il me semble. Mais voilà, je prends quand même plaisir à les relire, à les reparcourir dans ce format-là. De la part des éditions Glénat, j'ai reçu une BD sur Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle Saint-Exupéry et l'origine du Petit Prince de P.R. Saint-Dizier et C. Fernandez. Et c'est écrit: en achetant cet album, vous soutenez les actions de la Fondation Saint-Exupéry. Bon, moi je l'ai pas acheté, mais je l'aurais acheté si je l'avais pas reçu. J'adore le Petit Prince et je suis ravie de pouvoir découvrir un petit peu la vie de Saint-Exupéry et ce qui l'a mené à écrire ce livre qui a été publié, il me semble, à titre posthume. C'est écrit avril 1946, tiré à près de 13 000 exemplaires, Le Petit Prince paraît en France aux éditions Gallimard. L'auteur, Antoine de Saint-Exupéry, disparu en mer auparavant, ne connaîtra jamais le destin exceptionnel de ce conte pour enfants écrit en 1942 à New York. En guise de testament, l'écrivain pilote laisse au lecteur un ouvrage poétique et mystérieux que les rencontres et aventures qui ont jalonné sa vie éclairent comme autant de sources d'inspiration. Voilà, je suis trop contente de lire ça. Et les dessins se présentent comme ceci, que vous voyez un petit peu le style, je sais que c'est important quand une BD nous tente de voir si le style de dessin nous plaît aussi. De la part des éditions, je crois que c'est toujours Glénat, hein. Oui c'est ça, toujours Glénat, j'ai reçu Griffon, donc ça c'est plus une BD pour enfants ou ados, de Elsa Corradi et Fabien Rontex. C'est écrit, le tome 1 s'appelle La quête de la team Diabolette. Voilà, ça a l'air absolument trop mignon, c'est plutôt court, je pense que je vais essayer de le lire ce mois-ci. C'est écrit: Cher Croque-Mitaine, je te confie ta filleule pour un séjour chez les piteux mortels. En dépit de mes efforts pour la préparer à son divin destin, Griffon n'en fait qu'à sa tête et m'exaspère en semant la panique et le chaos au sein des enfers. Affligée par sa dernière bêtise, je l'envoie poursuivre sa scolarité au village humain de Bouillangeois. Elle devra réparer le sinistre désordre qu'elle a causé. Je compte sur toi pour veiller à ce que sa mission soit remplie, mais prends garde car Griffon est une infernale morpionne, détestablement le grand ministre des enfers. Voilà, ça a l'air trop cool. Dans un tout autre registre, j'ai reçu Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, d'après l'ouvrage de Roger Fajzilberg et Alban Perrin de J.D. Morvan, Victor Matet et Raphaël Ortiz, publié aux éditions Dupuis, qui est donc, comme son titre l'indique, un livre sur Auschwitz, les camps de concentration. C'est écrit le témoignage inédit d'un homme plongé au corps de l'horreur à Auschwitz-Birkenau. C'est l'histoire d'une boîte à chaussures, ou plus exactement de ce qu'elle contient. Robert Fajzilberg
enfant, tient la vie de son père altère entre ses mains. Mais combien de temps mettra-t-il pour oser ouvrir cette boîte et découvrir ce que ses parents n'ont jamais voulu lui raconter, pour le préserver? Que racontent ces 4 cahiers écrits à la main et en polonais par son père, dès son retour en France en 1945? De la Pologne de son enfance, au sein d'une famille juive d'origine modeste, à celle du camp de concentration et du centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, où il est déporté par le premier convoi parti de France en 1942, en passant par son combat à partir de 1937 au sein des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne et son engagement communiste, c'est l'histoire d'Alter Franz Zilberg, un homme aux 1001 vies, qui s'achèveront en 1987. C'est aussi l'histoire de la première moitié du XXe siècle en Europe, une histoire, un récit de transmission pour ne jamais oublier. Et voilà, très important le devoir de mémoire, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'aime beaucoup les récits de témoignages parce que forcément, c'est aussi une plongée sur ce qui s'est passé et encore une fois, le souvenir de se rappeler des horreurs qui ont été commises et bien évidemment, ça passe par le fait d'écouter les témoignages des gens qui l'ont vécu. Ensuite, de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Ornithomaniac de Daria Schmidt, qui est très 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 beau. Les illustrations, c'est tout en noir et blanc comme ça. J'aime énormément ce style de dessin. Et c'est écrit à l'arrière. On pourrait résumer cet ouvrage en disant qu'il s'agit d'une variation onirique s'inspirant autant d'Alice au Pays des Merveilles que du Magicien d'Oz, mais ce ne serait pas rendre complètement justice au talent de l'autrice qui nous plonge dans une rêverie aviaire, riche en allégories, et nous interroge sur la singularité et la difficulté de vivre sur les chemins tout tracés d'une société trop normée. Ornithomaniacs nous invite à la lisière du monde tel que nous le connaissons, dans le quotidien de Niniche, une jeune fille comme les autres, enfin presque. Une petite paire d'ailes bourgeonne sur son dos, étrange métamorphose, qu'elle tente de dissimuler et qui tend les relations déjà compliquées avec une mère interventionniste et envahissante. Mutation génétique, simple difformité ou signe évident d'une double nature. Ses ailes lui ouvrent les portes d'un monde inattendu, lorsque, par hasard, elle rejoint une mystérieuse école et se retrouve catapultée dans un univers étrange, peuplé de créatures ailées, d'oiseaux en tout genre et d'un curieux professeur. Voilà, ça a l'air absolument génial. Ensuite, j'ai reçu les 3 tomes en BD de la BD Phobos. J'ai demandé si je pouvais les recevoir parce qu'il y a le tome 4 qui sort très bientôt, il me semble, et donc ils me les ont envoyés très gentiment. Donc j'ai les 3 tomes à découvrir avant le tome 4. Phobos, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée quand je me suis remise à la lecture il y a quelques années. Donc j'ai très envie de découvrir son adaptation en BD. C'est donc par Victor Dixon et Eduardo Francisco. Victor Dixon était l'auteur de base, donc c'est cool qu'il ait continué, elles sont lourdes, qu'il ait continué de travailler sur le scénario. Et Phobos, il me semble que, alors je sais plus s'il y a un problème avec la Terre, mais en tout cas on décide d'envoyer une mission pour peupler Mars, il me semble, et donc on va faire ça sous forme de télé-réalité avec des candidats hommes et femmes qui vont former des couples pour ensuite lancer plutôt la population sur Mars, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai trop hâte, j'aime beaucoup encore une fois le style de dessin, je trouve ça magnifique. De la part des éditions Dupuis, j'ai reçu La Reine des Pantins de Rosalia Radosti, que j'ai commencé et qui a l'air vraiment très très bien, et encore une fois pareil, très engagé dans des thèmes assez actuels. C'est écrit en 1760, Jacques, 10 ans, s'épuise à travailler dans les champs de ses parents, des bigots cruels et violents. Pour échapper à sa réalité oppressante, le jeune garçon se réfugie dans un univers imaginaire où il peut enfin devenir ce qu'il désire être, une merveilleuse princesse. Décidée à protéger sa cour de joyeux pantins, la princesse Jacqueline part à la recherche de la légendaire robe d'or qui seule lui permettra d'être couronnée reine. Mais cette robe magique peut aussi faire se réaliser les pires cauchemars de la personne qui la portera. Un conte fantastique inoubliable qui aborde avec audace et délicatesse des thèmes d'une actualité brûlante, l'identité de genre, le droit d'être soi-même dans une société répressive. Un roman graphique éblouissant qui marque la révélation d'une autrice exceptionnelle. Et en l'ayant commencé, il y a aussi un parti pris en termes de colorimétrie que j'aime beaucoup, qui est d'utiliser des teintes très pâles. Ah bah là on le voit bien. Le parallèle, des teintes très pâles, très grisées pour les scènes justement de Jacques avec sa famille qui le maltraite, et en parallèle de Jacqueline qui peut être elle-même dans ses rêves avec des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel et en même temps beaucoup plus vives. Donc j'aime beaucoup ce parti pris en termes de couleurs. On termine avec les BD, je crois. J'en ai reçu 2 des éditions Sarbacane. Sarbacane qui font vraiment de super parutions en termes de BD. C'est très beau ce qu'ils proposent à chaque fois. Là, on a une adaptation d'Ernest Hemingway qui s'appelle Pour qui sonne le glas de J.D. Morvan. Mais attendez, J.D. Morvan, il en a pas fait une autre? Est-ce que c'est pas lui? Si, c'est J.D. Morvan qui fait aussi celui-ci. En tout cas, il a participé à Ce que j'ai vu à Auschwitz. Et il est donc aussi sur Qui sonne le glas avec Pierre Devance. J'ai envie de dire, parce qu'on dit Patrick Devers, donc j'ai envie de dire qu'on dit Pierre d'avance. Je ne sais pas. Et celui-ci, c'est écrit « Le soleil tape fort, la pente s'élève, 2 vautours tournent dans le ciel en silence. Un jeune homme, souple et beau comme on l'est à 30 ans, suit sans forcer un vieux montagnard. Il sourit. »
Enrôlé dans une guerre fratricide, il a rejoint un groupe de partisans républicains pour dynamiter un pont et favoriser une attaque de grande ampleur contre les troupes fascistes. Il a 72 heures devant lui, ses chances de réussir sont minces, il le sait et n'en a cure. Voilà, et encore une fois, j'aime beaucoup le style de dessin, qui a un style très, j'ai envie de dire pastel, crayon gras, mais peut-être je dis absolument n'importe quoi parce que j'y connais pas grand-chose, mais j'aime beaucoup, il y a un côté très doux, je trouve. Et ensuite, celle-ci, je suis en train de la lire, elle est très épaisse, mais c'est Feeding Ghost de Tessa Holmes, et il a eu, je crois, le prix Pulitzer, celui-ci, et je vais vous faire le résumé moi-même, hein, parce que je suis en train de le lire. On y suit le personnage de Tessa, donc c'est un récit véridique, c'est juste adapté en BD, mais c'est elle qui va remonter les origines de sa grand-mère qui a fui la Chine dans les années 40-50, il me semble, suite aux guerres qu'il y a eu et aux conflits entre différents partis pour prendre le pouvoir. Et en fait, notre personnage principal, donc Tessa qui raconte son histoire, elle raconte aussi le conflit qu'elle a un petit peu de pas se retrouver dans ces différentes identités parce qu'elle est en partie blanche, en partie chinoise, et en même temps, elle ne connaît rien à son héritage chinois, donc du coup, elle va décider de remonter sur les traces de sa grand-mère et de sa mère pour voir un petit peu quelle était leur vie et se connecter un petit peu plus à son héritage. J'aime beaucoup, j'ai lu une centaine de pages et c'est absolument passionnant. Ça me permet aussi d'en apprendre plus sur la situation géopolitique de l'époque en Chine que je connaissais pas vraiment et de voir comment est-ce que ça a impacté différentes générations. C'est hyper intéressant et j'aime énormément le style de dessin, pareil, qui est très fort, je trouve, très vivant, qui représente vraiment bien la terreur des personnages notamment. Voilà, on le voit là avec les différentes formes. Il y a un style vraiment très étiré, un peu comme Le Cri d'Edward Munch, je ne sais pas comment ça se prononce, où on a voilà, quelque chose de très... comme une peinture qu'on aurait froissée un peu. Voilà pour les BD, on continue, donc ce sera toujours des services de presse. Hein. Ici, là, avec Glénat Manga, j'ai reçu le tome 112 de One Piece, je sais plus, bref, et donc celui-ci, c'est le tome qui s'appelle Halley, où il y a d'ailleurs un truc très intéressant dans ce tome-là. Donc j'étais contente de l'avoir dans les mains parce que moi je l'ai lu en scan et donc là j'ai pu avoir un élément de contexte très important dans ce tome-là. Trop contente qu'il rejoigne la collection de One Piece que j'ai à la maison. Et ensuite, j'ai eu les nouvelles vivre cards qui se présentent comme ceci. J'ai, vous savez, le classeur pour venir les mettre. Les vivre cards, c'est ce qui permet de faire un petit peu une encyclopédie des personnages. Ça va donner toutes les informations qu'on connaît sur les différents personnages, à savoir par contre qu'elles ne sont pas forcément à jour, donc il y a des informations qui ne sont plus vraies aujourd'hui, mais qui l'étaient à l'époque, donc ça peut être quelque chose d'évolutif. Alors, on part sur les poches. En poche, j'ai reçu Eversion de Alastair Reynolds. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois dernier. Il me semble, j'ai pas trop aimé, mais pour ce qui est du résumé, ça se passe, on suit le personnage de Silas Code, qui est le médecin d'un vaisseau, d'un bateau, et en fait, il se rend compte que quand il meurt et que les membres de son équipage meurent, il se réveille pour revivre la même journée, mais parfois le contexte change. Parfois, il est sur un bateau au 19e siècle, parfois, il est sur un dirigeable au 20e siècle, parfois, il est dans un vaisseau spatial dans un futur, et il doit essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il revit sans cesse la même journée dans un endroit similaire, mais pas trop. Moi, j'ai pas accroché, mais le concept est assez cool. De la part des éditions, j'ai reçu la trilogie The Royal Coven de Juno Dawson, que j'ai adoré. J'ai lu le dernier tome, Human Rights, au mois de mars, mais je l'ai terminé le 1er avril, donc je vous en parlerai dans mon bilan d'avril. Mais j'aime tellement cette saga. On y suit, enfin ça se passe dans une société comme la nôtre, donc c'est de l'urban fantasy, je crois. Parfois je suis pas trop sûre de ce qu'est l'urban fantasy, mais ça se passe dans notre société, mais si les sorcières existaient et qu'elles fonctionnaient sous forme de coven. Là on y suit Her Majesty's Royal Coven, donc qui est à Londres, si je ne dis pas de bêtises, et qui organise un petit peu la société des sorcières. Et il y a une prophétie qui sort qui dit que le Léviathan va s'éveiller et qu'en gros, il va détruire le monde, sauf qu'il va se passer plusieurs choses. C'est un livre qui est très politique, très engagé, et c'est ce que j'aime, parce qu'on a à la fois le côté divertissement, le côté magique, le côté sorcière, et en même temps, ça parle de transidentité, ça parle d'identité de genre, ça parle de différentes relations, ça parle d'intersexualité, ça parle de plein de choses, et je trouve que c'est fait avec beaucoup de justesse. En même temps, Juno Dawson est une autrice trans, donc je pense qu'elle parle aussi d'expérience et je trouve ça hyper bien d'utiliser sa voix et une partie peut-être de son témoignage pour parler de ces sujets-là et les inclure aussi dans des livres parce qu'il y a beaucoup, dans des livres comment dire, de fantastique, de l'imaginaire, parce que c'est pas forcément là qu'on en voit le plus, ou en tout cas dans les personnages principaux. Ensuite, de la part d'édition Pocket, j'ai reçu beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. Déjà, dans leur nouvelle collection Horreur, j'en ai reçu 2. J'ai reçu Un cri dans le désert de Catriona Ward, Catriona Ward qui est une autrice que j'aime beaucoup, et donc leur collection c'est New Horror, horreur, New Horror, on va le dire à la française, ce serait plus simple. C'est écrit « Ne vous aventurez pas dans le désert, méfiez-vous des chiens errants, et surtout ne faites confiance à personne. » Lorsqu'elle a fui Sundial, le ranch familial perdu en plein désert californien, Rob Cussen s'est juré de tout oublier de son enfance.
Pour tenir son passé à distance et protéger ses 2 filles, elle est prête à tout. Mais quand son aînée, Kali, se met à parler à des amis imaginaires et que des ossements d'animaux sont retrouvés dans leur maison, Rob comprend qu'une nouvelle menace plane. Pour empêcher que le pire ne survienne, elle ne voit qu'une seule issue: emmener Kali à Sundial, là où tout a commencé. Et la petite fille terrorisée commence à comprendre qu'entre elle et sa mère, il se pourrait bien que l'une d'entre elles ne ressorte pas vivante. Voilà, ça a l'air trop bien. Catriona Ward qui a écrit The Last House on Needless Street, que j'ai beaucoup aimé, et elle en sort un aussi cette année qui est peut-être déjà sorti, qui s'appelle Nowhere Burning, qui m'intéresse aussi beaucoup. Après, celui-ci je l'ai lu, donc je vous en parlerai dans mon bilan du mois d'avril. C'est Quelqu'un derrière les murs de Zygmunt Milovski. Ça se passe dans un bâtiment où il va se passer quelque chose. Du jour au lendemain, les gens commencent à ne plus pouvoir sortir du bâtiment. Il y a un homme qui est retrouvé décapité dans l'ascenseur et tout le monde commence à voir des choses bizarres. Leurs émotions sont un petit peu décuplées, surtout leurs émotions négatives. Et voilà, on va avoir le point de vue des différents habitants de l'immeuble pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai pas trop accroché, je vous expliquerai pourquoi dans mon bilan de lecture. Mais voilà, c'est un truc un peu huis clos, ambiance très oppressante avec multiplicité des points de vue. Après, alors celui-ci, je l'ai pas demandé, il me semble, ou en tout cas je me rappelle pas, donc c'est un envoi non sollicité, donc je ne sais pas si je le lirai, mais je vous le montre quand même dans ce book haul. C'est Visqueuse de Morgane Cossarieux, qui en tout cas ça a l'air quand même d'être une autrice assez réputée. C'est écrit: entre deux guerres, Huguette vit sous le joug tyrannique de son père Arsène, rendu aussi brutal que mauvais par son expérience dans les tranchées. Comme seul échappatoire, les films de monstres d'Universal qu'elle va voir en cachette au village. Jusqu'au jour où Arsène pêche une étrange créature, mi-femme mi-poisson, qu'il s'empresse d'enfermer dans sa cave. Mais il faut peu de temps à la jeune fille pour s'attacher à cette sirène des marécages, dont l'existence même va chambouler sa vie et attirer l'attention d'une nonne naturaliste. Ok, ça me fait un peu penser à la forme de l'eau, de loin en tout cas. Ensuite, là les 3 suivants sont des livres que je lis ou que j'ai lus dans le cadre du prix des lecteurs 2026 des éditions Pocket. En premier, que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé, ou je vous en parle ce mois-ci? Je sais plus. Non, je crois que je vous en parle dans mon bilan du mois d'avril. On a Rendez-vous ici de David Nichols. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. En fait, je sais plus si je vous en ai parlé dans mon bilan de mars ou pas. Je sais que j'en ai parlé dans mon vlog, c'est ça qui me perturbe. On s'en fiche, c'est pas très grave. Celui-ci, c'est de la fiction contemporaine avec de la romance entre 2 personnes qui ont entre 35 et 45 ans, qui sont toutes les 2 très seules, toutes les 2 divorcées, et qui ont beaucoup de mal à se projeter de nouveau dans une vie de couple, entre guillemets, qui n'ont pas du tout envie, ou en tout cas qui ont très peur de repartir à zéro à la quarantaine. Et surtout, ce sont des personnes qui se sont beaucoup isolées après ce chagrin d'amour, entre guillemets, et elles vont se trouver, se rencontrer lors d'une randonnée et parcourir un bout de chemin ensemble. Donc on a le personnage de Marcy qui, elle, est correctrice, si je ne dis pas de bêtises, de livres, et lui, il est professeur de géographie, et petit à petit, ils vont se réouvrir à l'amour, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre avec des problématiques plus matures que ce qu'on peut lire dans la romance young adulte, entre guillemets, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a, toujours pour le prix des lecteurs, on a Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker, qui est un thriller, mais alors un thriller conséquent, quoi. C'est un thriller de 800 pages, j'en ai vu très peu des thrillers aussi épais, et c'est écrit: jusqu'à ce jour de 1975, Montaclair était une petite communauté tranquille du Missouri. Mais ce matin-là, en voyant une jeune fille de son école aux prises avec un agresseur, Patch, 13 ans, n'hésite pas une seconde à lui venir en aide, avant de disparaître sans laisser de traces dans la forêt profonde. Qu'est-il arrivé à Patch? À Montaclair, il n'y a que Saint, sa meilleure amie, qui semble s'en soucier. Harcelant le shérif, suivant ses propres pistes, la jeune fille au caractère bien affirmé refuse un mystère qui, année après année, traversera toutes les nuances de la nuit. Ok, donc visiblement, ça s'écoule sur une longue temporalité. Moi, alors, les ellipses, j'aime pas, mais les livres qui s'étendent sur une longue période, quand c'est des affaires de disparition, ça me dérange pas. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il est aussi gros. Et ensuite, on a les... Ah non, les bien-aimés, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je ne sais plus. Non, c'est l'autre que je vous ai déjà montré. C'est celui-ci. Celui-là, c'est écrit: une famille, voilà ce qui a toujours manqué à William, issu d'un foyer sans tendresse. Jusqu'à ce qu'il rencontre à l'université Julia, brillante et ambitieuse jeune fille. À travers elle, c'est tout un clan qu'il découvre, bienveillant et fusionnel, à commencer par les 3 autres sœurs, Padavano, la sensible Sylvie, Emmeline l'artiste et la douce Cecilia. En épousant Julia, William croit trouver l'amour. Mais quel amour? Et qui aime-t-on vraiment quand on dit qu'on aime? Bientôt, les blessures du passé remontent à la surface. Ok, franchement, ça a l'air très bien. J'aime bien parce que ce genre de prix des lecteurs, entre guillemets, ça me pousse à sortir de ma zone de confort et à lire de la fiction, des contemporains qui sont pas forcément les genres que je lis le plus de base. Ensuite, on a L'île de Noire-Braise de Brandon Sanderson, qui se passe donc dans le Cosmer, avec des illustrations de Esther Ilani Kandari, que j'ai reçues de la part des éditions du Livre de Poche. Ça a l'air vraiment très très beau, j'ai très envie de continuer à me plonger de plus en plus dans le Cosmer, donc je suis très contente. C'est écrit: trappeur des îles du Panthéon, Crépuscule est toujours accompagné de ces 2 aviars, des oiseaux au pouvoir magique avec lesquels son peuple est capable
capable de tisser des liens. Afin de résister à ceux d'en haut, des envahisseurs venus des étoiles qui souhaitent explorer les Aviars, il exhorte ses semblables, les Ailakin, à réagir, mais cela semble déjà trop tard. Aussi, lorsqu'il découvre par hasard un portail vers Shadesmar, le royaume cognitif qui relie tout le Cosmère, il décide de s'y aventurer afin de trouver, il l'espère, le salut de son peuple. Là, on rejoint une protagoniste qu'on a déjà connue dans sa novella 6e du Crépuscule, donc il faudrait peut-être que je lise avant. On passe aux éditions collector et après on aura terminé. J'ai reçu dans la box Fairyloot The Last Starborn Seer de Vénétia Constantine. Je vous avoue que Fairyloot, j'hésite même à arrêter mon abonnement adulte parce que je trouve que cette box adulte est devenue un petit peu fourre-tout. Ils ont créé tellement de box. On a la box Epic Fantasy, on a la box Romance, on a la box Young Adult, on a la box Romantasy qu'en fait, j'ai l'impression que la adulte, comme elle est généraliste, elle est devenue un peu fourre-tout et j'ai l'impression qu'elle est devenue fourre-tout pour les romantaisies. Là, sur toutes les dernières box qu'on a reçues en adulte, c'était quasiment toujours de la romantaisie qui n'est pas du tout mon genre de prédilection. Donc j'en ai marre, je vais utiliser mes skips et si j'ai toujours pas envie de continuer la box, je pense que j'arrêterai mon abonnement tout simplement parce que juste recevoir des livres que je ne lis pas et qui me font pas envie et qui globalement sont souvent mal notés, bon, flemme un peu. Et pour les résumés Fairyloot, je vous avoue que je les connais même pas vraiment et je crois qu'on y suit une jeune fille qui est maudite et qui va avec une prophétie, découvrir qu'il y a une relique ancienne qui pourrait l'aider, donc un sceptre, voilà, mais pour ça, elle doit gravir une montagne et forger des alliances avec des ennemis. Donc j'imagine qu'on a peut-être un Enemies to Lovers, mais voilà, il n'est pas très bien noté, donc je ne sais pas si je le lirai, encore de la romantaisie. Flemme. J'ai mis plein de livres dans la pile dont je vous ai déjà parlé, là. Je sais pas ce que j'ai foutu ce matin. Ensuite, on a Weaving Shaw de Eba Al-Wasiti, pareil que j'ai eu dans la Fairyloot. Alors celui-ci, il paraît qu'il est vraiment bien. J'ai vu passer notamment l'avis d'une booktokeuse qui m'a donné trop envie et je l'ai commencé, donc je peux vous faire un petit peu un résumé. Mais on y suit une jeune fille qui, je crois qu'elle essaie de sauver, c'est son frère. C'est ça, son frère qui est malade et il a une maladie incurable et pour le sauver, elle doit aller chercher le saint qui, en gros, si tu lui confies des secrets, peut t'accorder une faveur et donc elle va décider d'aller le voir pour sauver son frère et elle va lui avouer qu'elle a un pouvoir particulier qui est celui de pouvoir voir les fantômes et j'imagine que de là ils vont commencer à travailler ensemble et Buxenana qui est une booktubeuse canadienne avec qui j'ai des goûts très similaires l'a aussi beaucoup aimé. Ensuite dans la Broken Binding j'ai reçu Green and Deadly Things de Jen Lyons, donc là c'est dans leur box sur les nouvelles parutions et celui-ci a l'air très cool. C'est écrit il y a des centaines d'années. Ah mais il est dédicacé celui-ci, je savais pas. Très bien, qu'il y a des centaines d'années, la nécromancie a quasiment détruit le monde et que c'est comme ça que l'histoire s'en souvient, mais l'histoire se souvient mal. Nous, on y suit le personnage de Mataïk qui s'est entraîné toute sa vie pour rejoindre l'ordre sacré des chevaliers idaliques qui est chargé de défendre le monde contre les forces de la nécromancie. Il reste assez peu de vestiges de cette magie maudite, mais rien de similaire aux sorciers morts-vivants qui ont presque détruit le monde à cette époque, jusqu'à ce que les monstres se réveillent à nouveau. Mais quelque chose à propos de ces derniers est encore plus bizarre. Des forêts entières se réveillent et commencent à dévorer tous ceux qui sont assez bêtes pour s'y aventurer. Des animaux autrefois gentils deviennent complètement carnivores et sauvages, et la terre elle-même semble se retourner contre l'humanité, et les chevaliers sont complètement impuissants. Mais c'est une bonne chose alors que les sorciers n'aient jamais été vraiment complètement détruits, et il y en a un ou une plutôt qui dort sous la forteresse des chevaliers. Et donc quand une armée d'arbres monstrueux commence à attaquer les novices à la charge de Matt, eh bien il va faire l'impensable et la réveiller. Voilà, franchement ça a l'air hyper cool, original. J'aime bien ce côté un petit peu fantasy avec des chevaliers et en même temps de l'horreur avec la nature. C'est l'horreur de la nature, c'est un truc que j'aime bien aussi, les créatures un petit peu dangereuses et la nature qui se réveille, qui se rebelle, j'aime beaucoup. Et enfin le dernier livre, encore une romantésie pour changer, c'est A Hidden Fire de Cleodna O'Sullivan. Attendez, il y en a un des deux que j'ai reçu dans la Young Adult, que j'ai mentionné avant. Je crois que c'est The Last Starborn Seer qui était Young Adult, et lui c'est la adulte, ou vice versa. Dans tous les cas, c'est de la romantaisie, j'en ai un peu marre. Et c'est écrit à l'arrière, A magic is love, the world won't let her have both. Donc, sa magie, son amour, le monde ne la laissera pas avoir les deux. Alors déjà, le trope où elle doit choisir entre l'amour et sa magie, et si elle doit abandonner ses pouvoirs, ça va me saouler, je vous le dis. Et celui-ci, je vous lis juste le blurb, je crois, parce que j'en sais pas plus, mais c'est écrit, bienvenue à Domain, un monde où les dragons volent dans le ciel et où les familles de l'élite ont des pouvoirs magiques. Et je crois qu'il y a un truc un peu d'académie, de dragon. Enfin, il y a une vibe un peu à la Force Wing, j'ai l'impression. Je vous avoue qu'encore une fois, il me tente pas énormément. Mais je vais essayer de les lire avant de déménager parce que sinon je les emporterai pas avec moi. Mais voilà pour mon book haul, j'espère qu'il sera pas trop long, je pense qu'il va l'être. On va voir, bon courage à moi-même pour le montage, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai reçus, que vous avez aimés ou qui vous intéressent. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à
mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.